Mes chers compatriotes, nous sommes ce soir le mardi 4 mars 2025 et je veux faire avec vous un point sur la situation extrêmement évolutive de ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, avec les jeux des acteurs, notamment les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, la France, les pays de l'Union européenne, les pays en dehors de l'Union européenne, notamment le Royaume-Uni qui est assez actif. Alors, essayons d'y voir un petit peu clair. On apprend ce soir que Zelensky a fait une volte-face presque complète, pas tout à fait complète, comme je le dis, à 160 degrés, pas à 180 degrés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zelensky, toute honte bue, a expliqué qu'il trouvait regrettable l'altercation qu'il y avait eu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Okay, we have some news with regard to Zelensky in Ukraine crossing right now on X. Zelensky is saying a lot of things. Here are a few headlines. Says Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible. Says about the clash in the Oval Office, it is regrettable that it happened that way. He says it's time to make things right. So that is the word out of Kyiv. We do believe he is back in that country as we speak. Alors bon, trouver regrettable une situation, c'est pas la même chose que de dire je regrette d'avoir fait que. Mais enfin bon, c'est quand même le mot regret est prononcé dans sa bouche, donc tout le monde comprend qu'il vient un peu à résipiscence. Deuxièmement, il se dit prêt à aborder de façon constructive ses entretiens avec les États-Unis d'Amérique, avec la présidence de Donald Trump, avec le vice-président Vance, avec le secrétaire d'État Rubio. Il se dit donc disposé à calmer le jeu, donc dont acte. Troisièmement, il se dit disposé à entrer pour des négociations de paix avec la Russie. Donc ça, c'est quand même tout à fait spectaculaire, parce que je rappelle que dans l'altercation qui a eu lieu à la Maison-Blanche, il avait pendant 40 minutes expliqué qu'il ne voulait rien entendre, qu'il voulait faire la guerre, qu'il voulait faire la guerre, qu'il voulait faire la guerre. Il ne voulait pas du tout de cesser le feu, il ne voulait pas. Bon. Donc tout ça, il a fait machine arrière à 180, pas à 180 degrés justement, à 160 degrés, parce que la seule chose qu'il n'a pas dite, ou plus exactement ce qu'il a dit, où il donne une impression de fermeté, c'est qu'il a dit qu'il refuserait, il était d'accord pour des négociations, mais qu'il refuserait toute cession de territoire de l'Ukraine à la Russie. Alors bon, il peut le dire, bien entendu, mais personne n'est dupe. Dans toutes les chancelleries, tout le monde a bien compris, sauf peut-être au Quai d'Orsay, où M. Jean-Noël Barrot imagine peut-être qu'on va tout récupérer pour l'Ukraine, mais tout le monde a bien compris que la Russie ne cédera jamais la Crimée, et qu'elle a récupéré la Crimée qui lui appartenait depuis 1774, le traité de Kouchik-Kainarjak, jusqu'à 1954, et ensuite c'était Khrouchtchev qui l'avait donné à la République socialiste d'Ukraine dans le cadre de l'URSS. Voilà. Et donc, là, je l'ai déjà dit 50 fois, la Russie jamais n'acceptera de rendre la Crimée à un pays, d'ailleurs, qui n'a pas de droit, à part la décision de Khrouchtchev, c'est un peu léger pour justifier un droit de possession, et tout simplement parce que ce territoire est entièrement peuplé de russophones, russophiles, orthodoxes, ayant des liens avec Moscou, beaucoup de militaires, et qui ne veulent pour rien au monde passer sous le régime de l'Ukraine et qui veulent être rattachés à la Russie. Et puis surtout parce qu'il y a également le port en eau profonde et en eau chaude de Sébastopol, qui est l'un des principaux ports de la marine russe. Donc évidemment, jamais la Russie ne cédera la Crimée, pas plus d'ailleurs que les républiques du Donbass, dont je rappelle qu'elles ont été intégrées en droit interne russe. Alors évidemment, je comprends très bien que des gens disent non, on empêchera ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, la guerre continue. Voilà. Et ça veut dire que la guerre continue, et si la guerre continue, il va falloir aligner effectivement maintenant des divisions et envoyer des armes. Or, je rappelle quand même que depuis 3 ans que la guerre fonctionne, où il y a quand même une quarantaine d'États derrière l'OTAN et les États-Unis qui se sont ligués pour aider l'Ukraine, n'en déplaise à Zelensky quand il a dit qu'il était tout seul. Je rappelle quand même que la Russie, mine de rien, non seulement elle n'a pas été détruite, ni vaincue, ni l'économie à genoux, mais c'est tout le contraire. Elle occupe 20% du territoire. L'armée ukrainienne est à genoux. Il y a énormément, il y a eu 500 000 morts. Et donc, comme l'a dit Trump, il a dit il faut arrêter le massacre. Voilà.
Donc Zelensky a dit qu'il se refuserait à toute cession du territoire, mais ça c'est une rodomontade, mais en pratique tout le monde sait qu'il y sera bien obligé, sauf à vouloir continuer la guerre, et sauf qu'à ce moment-là, eh bien les États-Unis se retireront. D'ailleurs vous avez vu, ça n'a pas traîné. Si Zelensky a fait un virage à 160 degrés, 165, 170 degrés, en gardant encore un petit truc, c'est sur les territoires, c'est bien parce que Trump a annoncé hier et ça a été d'ailleurs effectif dès aujourd'hui, la suspension de toute aide militaire. Voilà, donc comme c'est eux qui payent, voilà. Hein, qui paye commande, comme on dit. Hein. Celui qui paye l'orchestre fixe la musique. C'est un proverbe, je crois, qui est plus ou moins américain. Alors, donc voilà déjà l'état de la situation. La situation, elle prend évidemment de court Zelensky, il a été obligé de faire avec, mais elle prend de court les Européens. Et les Européens se retrouvent devant une situation... Alors, c'est incroyable, en fait, à quel point les pays d'Europe sont dirigés par des branquignoles, puisque, à l'évidence, ils réagissent aux événements, ils courent après les événements sans les prévoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu l'altercation à la Maison-Blanche, n'importe quel dirigeant ayant au moins 2 neurones un peu opérationnels dans le cerveau aurait la première chose qu'il aurait fait, c'est d'aller regarder ce qui s'était vraiment passé à la Maison-Blanche et de regarder l'intégralité des échanges pendant 50 minutes et s'il n'avait pas le temps de regarder la vidéo que j'en ai faite, qui a d'ailleurs en 2 jours d'ailleurs déjà dépassé le demi-million de vues, ce qui prouve à quel point cette vidéo que j'ai faite correspond à un véritable besoin des populations de connaître la vérité et de ne pas se laisser enfumer par les médias qui ont tous dit la même chose. Pas du tout. On a vu que défiler en France, tous les responsables politiques français, de Madame Le Pen jusqu'à Mélenchon, avec peut-être une petite ambiguïté du côté de Zemmour, qui a trouvé la formule qui permettait de montrer qu'il n'était pas tout à fait d'accord, tout en étant pas tout à fait non plus d'accord, etc. Bon, mais en gros, on a assisté à un déferlement d'indignations extraordinaires. Zelensky a été humilié, c'est une honte, etc., etc. Alors, moi, je suis absolument sidéré là-dedans parce qu'on a vraiment affaire à des dirigeants qui, en fait, enfin, je sais pas, ils ont un cerveau de poisson rouge, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas 3 secondes à l'avance. Voilà ce qui va se passer. Parce que à partir du moment où on commence à dire mais c'est scandaleux, etc., il faut soutenir Zelensky, on va y aller, on va faire la guerre. Enfin, c'est quasiment... On a vu M. François Hollande qui était là à réclamer sur l'air des lampions une aide supplémentaire à l'Ukraine. Il faudrait quand même réfléchir un peu aux conséquences. Enfin, c'est incroyable. On dirait des enfants. Ils ne pensent pas aux conséquences. Les conséquences, il va falloir de l'argent et beaucoup, 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 beaucoup d'argent pour suppléer au départ des États-Unis. Mais des sommes énormes, des sommes absolument monumentales. Et c'est M. Hollande ou bien Macron qui sont à la tête d'un État qu'ils ont ruiné. La France est totalement ruinée, on a des capacités d'emprunt qui se limitent et qui risquent d'ailleurs de s'effondrer si Standard & Poor's, donc la prochaine fois, nous fait chuter de A- à A- en cotation. Ce sont ces gens qui nous expliquent qu'il faut y aller la fleur au fusil, mais c'est complètement délirant. Alors, il y a eu ce sommet de Londres, donc le 2 mars, et le seul là-dedans qui a donné un peu l'impression de réfléchir un tout petit peu, c'est le secrétaire général de l'OTAN, le néerlandais Mark Rutte. Parce que les Néerlandais, c'est un peuple, je donne un peu dans les généralités bien sûr, mais enfin, les Néerlandais sont quand même considérés comme des gens qui sont rigoureux, près de leurs sous, c'est un peuple protestant, majoritairement. C'est un peuple qui ne se laisse pas compter, qui est très pragmatique. Et donc, Mark Rutte, il n'a pas oublié qu'il était néerlandais quand il a pris la tête de l'OTAN. Eh bien, Mark Rutte, il a regardé quelles étaient les ressources de l'OTAN. Et lui, sa panique, c'est l'idée que les États-Unis se retirent de l'OTAN. Ce qui pourrait d'ailleurs être annoncé, semble-t-il, peut-être dans les prochaines heures. Au moment où je parle, ça n'est pas encore annoncé. Mais enfin, on voit des voix qui sont assez autorisées. En particulier, Elon Musk a dit que les États-Unis devaient se retirer de l'OTAN. Il a dit également de l'ONU. Alors ça, je ne crois pas du tout que les États-Unis se retireront de l'ONU. Là, ce serait une erreur monumentale en termes diplomatiques. Mais en termes d'OTAN, c'est possible. Alors, le Mark Rutte, il sait très bien que c'est l'essentiel, enfin une grande partie, une majorité de son budget qui serait plus, il pourrait plus fonctionner.
Donc lui, il a dit attention, il faut calmer le jeu. Et donc il a dit il faut absolument que Zelensky présente ses excuses. Enfin, il n'a pas dit exactement comme ça, mais voilà, qu'il regrette ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Zelensky vient d'appliquer la demande de Mark Rutte, qui finalement, dans le lot de ces chefs d'État et de gouvernement que l'on a présentés dans la presse comme étant européens alors qu'ils n'étaient pas spécialement européens, enfin ils l'étaient un peu, mais sur les 19 personnes présentes, il y avait 13 chefs d'État européens, plus Madame von der Leyen représentant la Commission européenne comme présidente, plus Monsieur Costa qui est portugais et qui représentait la présidence du Conseil européen. Mais les autres, il y avait donc cinq États qui, eux, étaient en dehors de l'Union européenne. Voilà. A commencé par le Royaume-Uni, mais a continué aussi par le Canada et la Turquie. Le Canada et la Turquie, qui eux font partie de l'OTAN, mais font même pas partie de l'Europe continentale. Bref. C'était donc une espèce de réunion comme ça. Il manquait quand même il y avait 12 États membres de l'Union européenne. Et donc, il en manquait 15 par rapport aux 27. Alors là-dedans, à part Mark Rutte, il y a donc eu les rodomontades de M. Macron. Il y a Scholz qui était, on ne sait pas pourquoi il était là, parce qu'il est complètement démonétisé, donc il était un peu posé sur une étagère comme ça, comme sur le rebord d'une cheminée. Je ne crois pas qu'il ait dit grand-chose. On a remarqué beaucoup M. Keir Starmer, qui est le Premier ministre britannique, et qui est en train peut-être de réussir ce tour de force, d'être au moins aussi bête que notre ministre des Affaires étrangères. C'est incroyable. Alors, M. Starmer, qui est en fait, je sais pas comment c'est possible qu'il y ait des chefs d'État qui soient choisis de cette façon. M. Starmer, en tant que Britannique, a dit qu'il allait envoyer des troupes, qu'il prenait un engagement, je crois, de 2, et quelques milliards de livres sterling pour aider le Royaume-Uni, qu'ils allaient faire fabriquer des missiles en Irlande, c'est demain je rase gratis, hein, vous connaissez, on va faire ci, on va faire ça. Ça veut dire d'ailleurs au passage qu'ils n'avaient absolument rien prévu. Mais le plus comique dans toute cette affaire, c'est que vous avez des journaux de britanniques spécialisés et qui ont quand même tiré la sonnette dans l'arme en disant mais il est complètement siphonné le Premier ministre. C'est-à-dire que l'armée britannique en ce moment est dans le pire état qu'on a jamais vu au Royaume-Uni depuis 1945. Au point que les journaux spécialisés britanniques ont fait remarquer qu'il n'y avait pas plus de 25 chars d'assaut, de tanks, en état de fonctionnement, avec le personnel qui va avec. Voilà, le Royaume-Uni, c'est ça, c'est 25 tanks. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, alors, il y a quand même, sans doute, effectivement, quelques avions, etc. Mais enfin, c'est un pays dont l'armée a été complètement ruinée, en fait. Voilà. C'est un petit peu la même chose qu'en France. Alors, depuis maintenant 2 ans, le budget de la défense redémarre, Macron l'a décidé, mais je rappelle que lorsqu'il était arrivé en 2017, le premier acte qu'il avait fait dans sa vie de président de la République, c'était de s'opposer au chef d'état-major des armées, qui était le général De Villiers, le frère de Philippe De Villiers, vous vous rappelez, parce qu'il avait décidé de baisser encore le budget des armées, qui était déjà subclaquant. Donc Macron, quand il arrive comme président de la République en 2017, la première chose qu'il fait, c'est de tailler dans le budget de la défense. Et voilà le même qui maintenant, 7 ans après, nous fait des grandes déclarations sur le fait qu'il faut absolument réarmer. Ben oui, le problème, M. Macron, comme M. Starmer, comme tous ses dirigeants, c'est que lorsque l'on prétend être un chef d'État, on ne réagit pas à l'actualité la plus immédiate. Il faut quand même voir loin. Et sur la défense, comme sur la démographie, la natalité, l'éducation, les grandes infrastructures structurantes comme l'électricité, l'énergie, sur toutes ces grandes affaires-là, on doit réfléchir, l'industrie lourde, on doit réfléchir à 20 ans, 25 ans, 30 ans. On ne réagit pas à 2 semaines. Voilà. Et c'est pareil pour la défense. Donc, en fait, il se passe quoi ? Il se passe que les pays d'Europe sont complètement... ce sont comme des poules qui sont éclairées dans le phare d'une voiture. Ils courent dans un sens, dans un autre. Ils ne savent plus tout quoi faire. Alors là-dedans, profitant de ce marasme général, en fait, de cette affliction, parce que tout le monde se rend compte qu'en fait, les pays d'Europe occidentale sont dirigés par des branquignoles, par des pieds nickelés,
Il y a Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a décidé, alors c'est pas elle, ça doit être son cabinet, elle doit avoir des gens autour d'elle, qui a décidé de prendre les choses en main et elle a annoncé comme ça, comme une fleur, qu'il allait y avoir 20 milliards d'euros de versés d'aide à l'Ukraine, en libéralité, pour continuer le soutien, et de ce que Donald Trump refuse. 20 milliards, ça veut dire au passage que pour la France, les Français, ça fait à peu près de 4 milliards d'euros qu'on va donner à Zelensky encore, alors que tous nos ministères, tous nos services publics sont dans un état de délabrement avancé, et alors même que notre dette publique est insoutenable. Donc ça, la première chose qu'elle a dite. Et la deuxième chose qu'elle a dite, c'est qu'elle vient d'annoncer un plan de financement qu'elle propose de, excusez-moi du peu, 800 milliards d'euros pour réarmer les pays de l'Union européenne. Or, tout ça étant évidemment affublé d'un sobriquet pour faire chic. Donc là, c'est Rearm EU, voilà, Rearm EU. Hein, ça fait chic, c'est en anglais, Rearm EU, mais elle annonce 800 milliards d'euros. Alors, ces deux sommes méritent d'être commentées. Les 20 milliards d'euros de dons de libéralité à l'Ukraine, ça n'est pas encore décidé. Il va y avoir donc un sommet qui va se tenir, je crois, jeudi. Et tout le monde craint beaucoup, enfin c'est pratiquement annoncé, que la Hongrie de Viktor Orban et probablement aussi la Slovaquie de Robert Fico mettront leur veto. C'est-à-dire qu'ils refuseront, parce que ce sont des décisions à l'unanimité, ils mettront leur veto. Alors j'ai vu que dans certaines instances, on explique que c'est un scandale, etc. Comment nous n'avons déjà donné que quelques centaines de milliards d'euros à M. Zelensky. Il faut absolument lui en donner d'autres et tout. Bon, le problème, c'est que tout ça, ça passe de plus en plus mal auprès des populations, n'en déplaise au fait que la presse en France et les instituts de sondage bidouillés font croire qu'il y a une quasi-unanimité sur le fait qu'il faudrait qu'on se saigne aux quatre veines pour donner encore et encore et encore plus d'argent à la mafia de Zelensky. En attendant, il est donc très probable qu'on aille face à un veto au prochain Conseil, avec des menaces de certains qui disent on va outrepasser le veto. Alors ça, moi je regarde ça, je prends des pop-corn, hein, comme on dit, parce que on est dans un de ces moments où l'histoire mondiale d'un seul coup s'emballe. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo ce soir, alors que demain soir on a notre direct. C'est que tous les jours ça change, tous les jours il y a du nouveau. On est comme exactement ce qui s'est passé en Europe entre 1988 et 1991, avec l'effondrement de l'Union soviétique, enfin d'abord du camp socialiste, puis de l'Union soviétique. Donc tout est possible, y compris qu'on assiste à un début d'explosion de l'Union européenne. La probabilité, c'est quand même qu'on va encore surmonter ça, parce que la Commission européenne va dire attention, vous la Slovaquie, vous la Hongrie, si vous êtes très méchants, on vous donnera pas l'argent que nous avons, qui est en fait l'argent des Français et des Allemands, je le rappelle quand même, et des Néerlandais. C'est possible qu'il y ait ça, mais jusqu'où durera cette forme de chantage, c'est pas du tout évident. J'ai publié sur Twitter un communiqué public qui a été rendu public par Robert Fico, le Premier ministre de Slovaquie, qui ne laisse aucun doute. Il a dit qu'il était contre toute agression contre la Russie. En fait, il soutient totalement la position de Trump. Il veut la paix. Il exige que l'Union européenne œuvre pour la paix et obtienne une réouverture rapide de l'approvisionnement en gaz russe, parce que c'est absolument vital pour l'économie de la Slovaquie notamment. Et il exige aussi que la Commission européenne tienne compte des différentes opinions et qu'il y a au sein de l'Union européenne, que ça cesse d'être en fait un État quasi totalitaire. C'est bien de ça qu'il s'agit. Tout ça pour vous dire à quel point la situation se crispe au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est pour le paquet des 20 milliards d'euros dont il n'est pas du tout sûr que Mme von der Leyen va pouvoir le donner. On se demande d'ailleurs qui est cette dame qui est élue par personne, qui donne des leçons de démocratie à la planète entière et qui se permet de disposer, au nom par exemple des Français, de sommes énormes, alors que nous, on en est à compter aux quelques dizaines de milliers d'euros pour tel ou tel budget de telle ou telle action publique. Enfin, c'est hallucinant. Mais alors, par ailleurs, le deuxième volet, c'est qu'elle a annoncé ce plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Alors là aussi, tout le monde se pose la question de savoir, mais qui est cette dame ? Certes, l'article 42 du traité de l'Union européenne revient en quelque sorte à placer l'action de la politique étrangère et de sécurité et de défense
sous la houlette de l'OTAN, mais à aucun moment il n'est inscrit que c'est la présidente de la Commission européenne qui a toute autorité pour financer des plans de réarmement. C'est-à-dire que Mme von der Leyen, comme elle le fait d'ailleurs depuis plusieurs années, ça va faire 6 ans d'ailleurs, ou 7 ans maintenant qu'elle le fait. Elle agit par coup d'État, des espèces de... Comme il y a des micro-tremblements de terre, ce sont des micro-coups d'État. Elle fait des coups d'État, mais si personne ne dit que ce sont des coups d'État, si tous les dirigeants européens, au lieu de défendre les intérêts nationaux, sont de mèche avec cette procédure qui consiste progressivement à piquer de plus en plus de pouvoir aux États-nations, ben elle peut continuer autant qu'elle veut. Donc elle a lancé un plan de 800 milliards d'euros. Alors là, évidemment, les bras nous en tombent parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va être financé. Elle a articulé le fait qu'il y aurait 150 milliards d'euros de prêts. Le reste, on ne sait pas trop d'où ça viendra. Est-ce que ce sont des dons? Est-ce que ce seront des emprunts? Les pays dits, les pays sobres ou les pays, comment dirais-je, économes du nord de l'Europe, notamment l'Allemagne, mais aussi la Finlande, mais aussi les Pays-Bas, justement, eux ont toujours montré leur opposition totale à des obligations européennes qui reviendraient à ce que l'Europe s'endette et donc que tout le monde serait solidaire de la même dette. C'est ce que souhaitent les pays latins, à commencer par la France ou l'Italie, qui voudraient que, en fait, les Allemands soient solidaires des dettes françaises ou italiennes. Mais je rappelle que les Allemands et puis les Néerlandais ou les Finlandais ou les Luxembourgeois ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Donc on ne sait pas d'où ce pactole énorme viendra. Enfin, il y a un risque effectivement important que la France en ait à sa charge, peut-être 20%. Donc 20% de 800 milliards, ça fait quand même 160 milliards d'euros, des sommes inimaginables, alors sous forme de dons, de prêts, etc. On ne sait pas quelles seront les ressources, on ne sait pas non plus quels seront les bénéficiaires. Tout ça reste dans un flou artistique. On voit bien que Mme von der Leyen, elle est aux abois, en fait, comme tous les... Il faut absolument donner l'impression qu'on agit, qu'on réagit. Alors on ne sait pas quels seront les bénéficiaires, mais si on veut se réarmer, s'il y avait une logique dans la construction européenne, on nous explique que si on est seul, on est très faible, alors que l'Union fait la force. Mais ça ne marche qu'à la condition, par exemple en matière militaire, qu'à la condition que tout cet argent serve à acheter de l'armement fait dans l'Union européenne, avec des coopérations au sein de l'Union européenne. Ça devrait par exemple acheter un char européen. Oui, manque de peau. L'Allemagne, il y a 15 jours, a dit qu'elle ne voulait pas de faire de sa coopération pour le nouveau tank, le nouveau char allemand. Elle le fera sans l'aide de la France. Bon, l'avion du futur, impossible au sein de l'Union européenne. Les achats d'avions militaires, vous savez que la quasi-totalité des pays d'Europe de l'Est et même du Nord achètent des avions américains, des F-35, et plutôt que des avions français. Donc en fait, il y a un risque très fort que ce réarmement bénéficie à qui? À l'oncle Sam. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, on imagine, comme l'a dit le président Trump dans son bureau ovale de la Maison-Blanche à Zelensky, il a dit « mais vous n'avez aucune carte en main », ce qui était vrai. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme je le disais en préambule, Zelensky a fait son virage à 160 degrés, et bientôt 180 degrés quand il sera bien obligé de reconnaître que jamais il pourra remettre la main sur la Crimée. Mais l'Europe n'a pas non plus de carte. L'Europe, elle a très très peu de cartes en main dans cette histoire. Puisque si elle veut acheter rapidement des armements et des munitions, c'est les États-Unis. Ou alors, il faudrait se tourner vers la Russie. Je ne suis pas sûr que la Russie vendrait de l'armement pour qu'ensuite on lui tape dessus avec cet armement. Voilà. Donc en fait, le plus grand bénéficiaire de ce plan de réarmement décidé par Mme von der Leyen, alors qu'elle n'en a pas le droit, risque d'être, dans l'attente d'une hypothétique Europe de la défense, ça risque d'être concrètement les productions du complexe militaro-industriel américain. Voilà, plus peut-être un petit peu pour faire joli. On va passer quelques commandes à quelques fabricants français, voilà, pour dire quand même qu'on a eu quelques miettes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit au bout du compte. Donc en fait, on voit bien qu'il n'y a aucune stratégie. On voit bien que ce sont des pays perdus.
et que l'Europe de la défense... Alors à ce propos, je voudrais dire, j'ai lu des choses extraordinaires là, parmi les réactions des responsables politiques. C'est pas des responsables, ce sont des irresponsables en fait. J'ai vu que M. Dominique de Villepin, qu'on essaye de remettre un petit peu sur le devant de la scène, tout ça pour m'invisibiliser, pour invisibiliser l'UPR... Sur Internet, ça va très très bien pour nous. Hein. On a des centaines et des centaines de milliers de vues. Les adhésions arrivent, déferlent sur notre mouvement. Ça va très très bien. Mais en revanche, c'est toujours interdiction totale dans les grands médias. Alors là, le dernier truc en date, c'est qu'on a sorti M. Dominique de Villepin d'un chapeau. Mais Dominique de Villepin, il est devenu ultra-européiste, sans compter qu'il est financé, semble-t-il, par le Qatar. Il est avocat d'affaires du côté du Qatar. J'ai donc vu que dans un journal, je me demande, c'est pas un journal britannique d'ailleurs, le Guardian ou je sais pas quoi, M. de Villepin s'est exprimé et donc il réclame sur l'air des lampions une Europe de la défense, il faut que l'Europe se réveille, etc. Tout le monde veut que l'Europe se réveille. J'ai vu que c'était M. Vauquier aussi qui a dit qu'il fallait que l'Europe se réveille. Bon. Alors, M. de Villepin a dit qu'il fallait que l'Europe se réveille, il fallait absolument faire l'Europe de la défense, etc. Alors moi, j'avoue que je suis un peu triste de ce genre de déclaration, parce que M. de Villepin, que je connais un petit peu, c'est quand même quelqu'un qui a été diplomate, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, puis secrétaire général de l'Élysée sous Chirac, puis ministre français des Affaires étrangères, et puis également Premier ministre. Donc il a une carrière quand même prestigieuse, au plus haut poste de responsabilité quasiment, sauf la présidence de la République, quoique il a été secrétaire général de l'Élysée. Et que M. de Villepin nous dise qu'il faut faire l'Europe de la défense, il y a vraiment de quoi éclater de rire ou se mettre en colère. Il est le premier à savoir, compte tenu des fonctions qu'il a exercées, que ça n'est pas possible, que c'est un serpent de mer dont on parle depuis des décennies entières. Ça n'est pas possible, parce que les intérêts sont tellement opposés sur des sujets aussi fondamentaux, qui touchent autant à l'intégrité, à l'indépendance nationale, à la souveraineté nationale, que même si en France on serait prêt à tout brader, ça n'est pas le cas des autres pays de l'Union européenne qui tiennent encore à leur intégrité, à leur souveraineté nationale. Et même en France, ça n'est pas le cas de toutes les entreprises. Une entreprise privée comme l'entreprise Dassault qui fait... Je ne dis pas ça pour faire du cocardier, mais dans le monde de l'aviation, on considère en règle générale que les avions d'assaut, notamment les avions de chasse, sont quasiment les meilleurs du monde. Voilà, les ingénieurs de Dassault sont des gens extraordinaires qui font qui produisent des avions très 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 excellents, avec un petit bémol, c'est qu'ils sont considérés aussi comme chers, voire comme très chers. Voilà. Et donc ça, c'est le premier point. Et par ailleurs, ils ont des concurrents comme le fer à repasser, le F-35 américain, mais le F-35, tout le monde sait que c'est un mauvais avion, mais il a toute la puissance des États-Unis d'Amérique, le lobby qui impose qu'on achète le F-35. C'est la raison pour laquelle tous les pays de l'Est, ou à peu près, se sont fournis en matériel américain. Et donc, comment est-ce que M. de Villepin peut... Ça n'a pas de sens, en fait. En fait, il se moque de vous, en fait. En fait, tous ces responsables politiques qui disent il faut faire l'Europe de la défense, il faut soutenir Zelensky, il faut aller en guerre contre la Russie, en fait, ils se moquent de vous. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas étudié les dossiers, ou s'ils connaissent les dossiers, ils n'osent pas avouer la vérité. Voilà ce qui est lamentable. Alors, il y a autre chose dans ce dossier, c'est qu'on est en train de remettre sur le devant de la scène le couple franco-allemand. Donc j'ai vu que là, on commence à ressortir le couple franco-allemand. Je me demande si il y a un journal, peut-être le Figaro, là, qui interroge l'ambassadeur d'Allemagne en France, qui dit oui, il faut absolument remettre en avant le couple franco-allemand. Alors on signale au passage que cet ambassadeur est marié avec une Française, donc voilà, c'est la meilleure preuve. Alors, tout ça, c'est de la communication, c'est de la com. Vous savez ce qu'il faut penser du couple franco-allemand, je vous l'ai expliqué. Ce qui est certain, c'est que, et là il faut faire très très attention, c'est que depuis que la Constitution européenne existe, il arrive parfois que l'Allemagne soit un peu en difficulté, ou que la France soit meilleure qu'elle sur tel ou tel sujet. Et dans tous ces cas, sans aucune exception,
l'Allemagne a toujours eu la même stratégie, la stratégie de Staline, de la grande époque. Tout ce qui est à moi est à moi. Tout ce qui est à vous est négociable. Voilà. C'est-à-dire, les Allemands réagissent. Tout ce qui est allemand restera allemand. Maintenant, tout ce qui est français, éventuellement, vous pouvez peut-être nous le donner. On l'a vu sur un nombre incalculable de fois, notamment sur Airbus, où progressivement, il y a de plus en plus de valeur ajoutée pour la fabrication des Airbus qui est passée aux mains des Allemands, y compris d'ailleurs la présidence du groupe Airbus qui est maintenant détenu par un Allemand. On l'a vu sur l'affaire de l'énergie, où la France a été obligée de tailler des croupières à son propre équipement nucléaire, tout ça, parce que les Allemands n'avaient pas réussi à imposer à leur population un programme électronucléaire. Donc maintenant, ils nous jalousent. Et donc nous, on a dit, oui, en fait, on est trop compétitifs. Donc on va quand même s'empêcher d'être trop compétitifs pour vous faire plaisir. Donc ça, c'est le marché de l'énergie. Ça a été le cas sur l'industrie, c'est le cas sur le taux de change de l'euro, c'est le cas sur le fameux traité de Aix-la-Chapelle où Macron avait tout cédé à Mme Merkel. Et donc on a pris l'engagement que les Allemands pourraient être avec nous quasiment un copartage de notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Semble-t-il qu'il devait y avoir des conseils des ministres franco-allemands. Bon, on a l'impression que tout ça c'est un peu tombé en désuétude parce que c'est tellement artificiel, ça ne correspond tellement à rien. Voilà. Donc à chaque fois que on nous ressort le couple franco-allemand, c'est en général que les Allemands ont besoin qu'on leur file quelque chose. Voilà. Alors là, ils nous font la chansonnette du couple franco-allemand. En revanche, quand nous, on a des besoins, par exemple, justement, l'endettement européen, là, c'est nine. Quand c'est sur le taux de change, c'est nine, etc., etc. Bien. Alors, il y a une petite musique qui est en train d'apparaître, vous l'avez vu, c'est la musique concernant notre armement nucléaire. Je rappelle que dans le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle dont je parlais à l'instant, qui a été signé et ratifié il y a quelques années, je crois que c'était devait être en 2019, j'ai fait 2 vidéos auxquelles je vous renvoie à l'époque, eh bien il y avait notamment Macron qui disait qu'il fallait élargir les armements, que la coopération devait concerner tous les armements, et il y avait en pointillé peut-être l'armement nucléaire. Et là, Macron a remis ça sur le tapis en laissant entendre que l'armement nucléaire français pourrait être étendu à l'ensemble des pays de l'Europe, ou du moins à certains d'entre eux. Et à ce moment-là, on a vu l'Allemagne qui a dit « Oh là là, ça nous intéresse beaucoup, grosse couple franco-allemand, Deutsche-Französische, etc. Par ici, ça nous intéresse. » Alors évidemment, il y a quand même des gens qui se manifestent, parce que c'est quand même... Macron n'a pas été élu pour brader notre patrimoine, notre armement nucléaire. Alors aussitôt, il y a eu des contre-feux venant de l'Élysée, où on a dit que M. Macron n'avait pas dit ce qu'il avait dit, qu'en fait, il était hors de question de céder à l'Allemagne le bouton nucléaire pour appuyer sur la bombe, que le bouton nucléaire, ça resterait en France uniquement, et donc voilà. Mais qu'il fallait envisager d'étendre le parapluie français à l'Allemagne et à d'autres pays, éventuellement, pourquoi pas jusqu'aux pays baltes. Alors plusieurs choses à dire là-dessus. C'est que les promesses d'ivrogne, comme je les appelle, on sait ce que c'est. C'est-à-dire que on nous a tellement souvent dit de choses. Non, rassurez-vous, on ne fera jamais ça. Et puis en fait, au bout de plusieurs années, voilà, c'est quand même bien ce qui arrive. Il n'est pas impossible du tout que on aboutisse à une codécision franco-allemande sur l'utilisation de la bombe nucléaire. Mais en vertu de quoi ? En quoi est-ce que le peuple français, nos aïeux se sont saignés aux 4 veines pour avoir un armement nucléaire assurant notre indépendance et notre souveraineté nationale et faisant de la France une grande puissance, en vertu de quoi on devrait faire bénéficier cela de nos amis allemands qui, par ailleurs, sur tout le reste, nous taillent des croupières? En vertu de quoi ? En vertu de l'Ukraine, qui est un pays qui est déjà complètement perdu, et c'est pas de toute façon nous qui décidons, ce sont les Russes et les Américains. Donc de plus en plus, cette affaire ukrainienne apparaît comme peut-être un prétexte pour faire avancer au forceps et faire croire à un peuple français qui décidément est d'une naïveté extraordinaire, surtout s'il ne se gave que d'informations venant de BFM TV, LCI ou TF1, mais de faire croire aux Français que ce serait notre intérêt vital. Non. Alors, je précise au passage qu'il y a un traité qui s'appelle le traité de Moscou, qui a été signé
le 12 septembre 1990, ce traité de Moscou fixe la fin de la Seconde Guerre mondiale, en termes juridiques. C'est-à-dire que les puissances occupantes de l'Allemagne, dont je rappelle qu'il y en avait 4, il y avait l'Union soviétique, donc, dont le successeur en termes de succession d'États, c'est la Fédération de Russie, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France étaient les 4 puissances occupantes. Vous savez que chacune avait sa part. Donc la Russie, l'Union soviétique avait la part qui est devenue la République démocratique allemande, la RDA, et la RFA a été constituée des 3 zones d'occupation américaine, anglaise et française. La France avait une petite zone d'occupation qui n'était pas très... C'était la plus petite des 4, mais elle avait quand même une zone d'occupation qui expliquait d'ailleurs pourquoi il y avait des militaires français en Allemagne jusque dans les années 80. Alors le traité de Moscou du 12 septembre 1990 a définitivement clôturé cette sujétion en fait, de l'Allemagne à des puissances étrangères en termes juridiques. Désormais, l'Allemagne a, depuis 1990, a accédé à son rang de plein État indépendant et souverain. Pas tout à fait quand même, puisqu'il y a un article 2 et surtout un article 3 dans ce traité qui interdit en fait à l'Allemagne s'interdit, n'a pas le droit de fabriquer, d'entreposer sur son sol ou de contrôler, c'est le mot en français, des bombes nucléaires, des armements nucléaires, bactériologiques ou chimiques. Et je signale que ceux qui sont garants de la bonne exécution de ce traité a été signé à l'époque entre la République fédérale d'Allemagne, la République démocratique allemande, qui existait encore le 12 septembre 1990, mais qui, quelques semaines après, n'existait plus. Mais donc ça a été co-signé par la RFDA, la RFA, et ça a été co-signé par les 4 puissances victorieuses de l'Allemagne en 1945, l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Or, ce sont ces 4 puissances qui sont garantes de l'exécution du traité de Moscou de 1990. Et parmi ces 4 puissances, il y a la Russie. C'est-à-dire que la Russie a son mot à dire si d'aventure Macron décidait comme ça de faire cadeau de l'armement nucléaire à l'Allemagne. Alors je sais, mais l'Élysée dit non, il n'y en a pas question. Bon, on sait ce que valent les promesses de Macron. La meilleure, finalement, garantie que l'on a, c'est la Russie, parce que la Russie n'acceptera jamais de remettre en cause ce pilier de la stratégie et de la sécurité, de l'architecture de sécurité au centre Europe, qui est le fait que l'Allemagne s'interdit par le traité de Moscou de disposer d'armes nucléaires, bactériologiques ou chimiques, de les fabriquer, de les utiliser, de les contrôler. Donc ça veut dire que si Macron le faisait, on serait dans une espèce de situation de conflit sans doute considérable avec la Russie. Et si l'Allemagne commençait à vouloir entreposer des bombes nucléaires françaises, de fabrication française, ou si elle voulait contrôler l'utilisation, la Russie serait fondée à intervenir militairement pour faire respecter... Voilà. C'est donc dire à quel point nous avons quelque chose d'extrêmement difficile et sensible, sans compter qu'il est totalement anormal que la France cède. Il y a ça et puis le Conseil de sécurité. Ce sont les 2 grands atouts que nous avait laissés De Gaulle et qui sont des atouts qui font de la France une grande puissance. Voilà la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Il va donc falloir regarder de très près toute cette affaire. Mais ce que je crains dans l'immédiat, c'est que tout ça nous coûte beaucoup d'argent. Et je terminerai là-dessus. C'est que on a vu apparaître ces jours-ci une petite musique également. Ça s'appelle en général un ballon d'essai. On a vu que Macron envisage d'utiliser l'épargne des Français pour financer notre effort d'armement. On a vu M. Lecornu parler d'une économie de guerre. Moi, je ne sais pas très bien ce que c'est que le concept d'économie de guerre, mais quand on voit que M. Macron dit oui, il y a 50 milliards d'euros à trouver, on pourrait le trouver dans l'épargne des Français, c'est une petite musique à laquelle il faut vraiment faire très attention. Parce que même si on nous explique, bien entendu, ne soyez pas inquiets, c'est toujours la même chose, ne soyez pas inquiets, que ce que c'est que vous allez chercher, c'est simplement utiliser une partie des fonds qui sont versés par les Français sur leur livret A de caisse d'épargne, on va en prendre une petite partie, mais on leur restituera, c'est seulement dans l'utilisation des fonds, vous êtes là, n'ameutez pas les Français, tout. D'accord ?
Mais qui le garantit ? Qui est-ce qui peut nous garantir là ? Est-ce que parmi les gens qui m'écoutent, est-ce que vous êtes sûr et certain qu'un jour on ne va pas nous expliquer que la patrie est en danger, hein, et que, je rappelle à ce propos de patrie en danger, que vous avez vu que M. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui a fait d'ailleurs au passage une vidéo TikTok d'un ridicule absolument achevé. Enfin, c'est absolument incroyable. C'est vraiment le père Fenouillard qui part en vacances en Afrique du Sud, quoi. Mais c'est incroyable. Alors, M. Barrot, il a sorti un truc, il a dit que chaque jour qui passe, quasiment, le front se rapproche de nous. Chaque jour qui passe, le front se rapproche de nous. Le front. Donc, moi, je suis allé regarder d'un petit peu plus près, j'aime bien la précision, entre Paris et les républiques du Donbass. En gros, il y a 3000, 3100 km, 3200 km par la route. En gros. À peu près. Et depuis un an, il y a des avancées russes, en ce moment de plus en plus proches de la ville de Pokrovsk. Ça avance. Mais c'est un front qui est quand même assez stabilisé. Même si les Ukrainiens sont sur le reculoir, les avancées russes ne se chiffrent pas en centaines de kilomètres. Depuis environ un an, on peut considérer que le front a dû avancer, selon les endroits, entre quelques centaines de mètres et puis 6 ou 7 kilomètres. Voilà. Donc c'est plutôt entre 3 et 6 kilomètres en un an. Alors 3 kilomètres sur 3000, c'est 0,1%. Voilà. Et 6 kilomètres, c'est 0,2%. Voilà, en gros. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'à ce rythme, le front qui se rapproche dangereusement de la France, version, selon notre ministre des Affaires étrangères, qui décidément n'en rate pas une, eh bien, à ce rythme de 0,1% de la distance par an, il nous faudrait quand même 500 ans pour que les chars russes arrivent à Paris. Bon. Au passage, au-delà de cette imbécilité, il y a quand même quelque chose sur quoi on bute, mais ça j'y reviendrai dans une vidéo ultérieure, c'est quand même cette propagande absolument constante qui consiste à dire que la Russie veut envahir l'Europe, et veut envahir la France, et l'Allemagne, etc. C'est un mensonge. Vladimir Poutine a toujours dit que c'était hors de question, que ça n'avait aucun sens. Je rappelle que la Russie ne veut même pas intégrer l'ensemble de l'Ukraine, qu'ils sont intervenus pour protéger les populations du Donbass et de Crimée, et peut-être de la région d'Odessa, et que Vladimir Poutine, j'en suis absolument certain, refusera, ne mettra absolument pas dans la balance le fait de mettre la main sur toute l'Ukraine, parce qu'il n'est pas bête. Parce qu'il sait que si les Russes intervenaient dans la partie nord-ouest de l'Ukraine, je l'ai dit un nombre de fois là aussi incalculable, eh bien il y aurait une guérilla permanente tous les jours, comme il y a eu en Afghanistan, et qu'au bout du compte, eh bien les Russes s'enliseraient et seraient obligés de quitter le pays. Alors je parle même pas s'ils avaient l'ambition d'aller en Pologne, d'aller ailleurs. Mais normalement, alors tous nos stratèges ou les pseudo-stratèges qui sont à la tête de l'Élysée, soit ils sont, alors vraiment, mais d'une nullité, d'une bêtise abyssale, soit beaucoup plus. Ils savent que ce sont des mensonges, mais c'est pour faire passer un agenda caché, l'agenda caché étant de forcer les Européens, et en particulier les Français. Les Français doivent céder leur siège au Conseil de sécurité, doivent brader leur armement nucléaire, on doit aller vers une Europe fédérale de force. Ce qui est débile, puisque on voit bien que l'édifice est en train de craquer de partout. Je parlais de la Hongrie, je parlais de la Slovaquie. On pourrait parler de l'excellent score qu'a fait Alternative für Deutschland en Allemagne, et du non moins bon score quand même qu'a fait Madame Sarah Wagenknecht avec quasiment 5%. Des voix, c'est quand même 25% des Allemands qui ont voté pour des partis qui demandent la sortie de l'Union européenne de l'Allemagne. Et puis, je ne vous parle même pas de ce qui se passe dans certains pays de l'Est, où la situation, par exemple en Roumanie, est absolument calamiteuse pour les partisans du système mondialiste, les partisans de la nébuleuse Soros. Voilà. Donc, nous en sommes là pour le moment. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours, sans doute je ferai un point d'actualité, mais je voudrais aussi, et ça sera l'objet d'une autre vidéo, prendre un petit peu de hauteur de vue sur un petit peu finalement qui est quoi dans ces histoires, quels sont les intérêts des uns et des autres, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et actuellement un nouveau monde est en train d'apparaître, où l'Europe, malheureusement, est en train de disparaître. Merci de votre attention. Vive la France, vive l'Union populaire républicaine, et je vous demande, c'est le moment, vraiment c'est le moment. Alors d'abord, cliquez j'aime, rediffusez ces vidéos, mais en plus de ça, c'est vraiment
le moment de nous rejoindre et d'adhérer à l'Union populaire républicaine. Merci beaucoup.